Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, exercice habituel. On commence par le Bitcoin qui donc valide ses breakouts baissiers, puisque donc rappelez-vous, on tente d'installer le break ici, échec d'arriver à la target, arrive tant bien que mal à revenir installer quelques petites clôtures au-dessus du niveau de break, du coup Sinewave détecte ça comme formation d'un support qu'on recasse hier, donc installation d'une nouvelle target baissière ici, c'est-à-dire sous les supports majeurs. Et malheureusement, je pense que c'est là que nous nous dirigeons. Comme prévu, je pense donc que les 7009 ne feront pas support. C'est à voir, hein. Encore une fois, on va se placer d'un point de vue acheteur, d'un point de vue vendeur. Moi, clairement, encore une fois, je vous donne mon billet perso, je suis carrément vendeur. Je passe pas encore au renfort, mais ça va pas tarder. Dès qu'on démonte les 7008, c'est clair que je vais y aller avec les renforts, hein. Voilà. Donc le but de toute façon, moi pour le principe, c'était de voir si on validait le break. Pour l'instant, j'ai tendance à penser que oui, mais là on est vraiment trop proche du support pour que je puisse gérer mon risque. Donc je vais devoir attendre qu'on vienne ici dans cette zone-là, et là, bam, c'est ici que je mettrai mon renfort. Je le sécuriserai sur la target et je pense que donc on va glisser dans le bas de ce canal. Et rappelez-vous, comme on est théoriquement dans une vague 5 étendue, on va devoir sortir de ce canal par le bas alors qu'il est déjà bien orienté. Donc pour ma part, je pense que c'est par là que les choses bien bear vont se déclencher. De toute façon, on voit qu'il n'y a pas du tout de support par là. Donc si jamais on doit tomber dans cette zone-là, c'est game over pour les acheteurs. Donc on va voir, hein, de toute façon, c'est ici que la plupart des stops vont se déclencher. Donc vu la forme que c'est en train de prendre, je pense qu'il y aura très peu de chances de trouver un support sur le bas du triangle. Par contre, je pense malheureusement beaucoup plus de chances de voir un grinding. C'est-à-dire là, ici par exemple, c'est une zone où on n'a pas installé de volume. Donc je ne pense pas qu'on va, hop, vous voyez, je pense pas qu'il faut s'attendre à la même chose que ça, un marché qui décroche ici. Mais un marché qui grind, ça oui. C'est-à-dire qu'on vient là, on grind, et puis ici, d'un coup, boum, ça déclenche, tous les stops sautent. Et qu'est-ce que ce truc? Ok. Voilà. Donc c'est à peu près ça le scénario que j'aurais. Donc pour un bear, je pense venir ici. Là, ici, on prend des petits renforts en cassure du support, là par là. Et puis après, moi, je laisse filer avec un stop abaissé. C'est-à-dire que pour l'instant, j'ai abaissé mon stop ici. Je me suis préparé. Donc j'ai le cash disponible pour revendre. Maintenant, je pense que le timing, c'est pas encore ça. Donc moi, je vais revendre sous deux conditions. Si on revient tester un peu cette zone de volume aujourd'hui, c'est-à-dire si on remonte un peu au-dessus, je prends mon renfort. Voilà. Si on casse le support, même chose, mais du coup avec moins de levier. Mais bon, moi je viens de passer mon stop qui était là-haut à ici. J'ai donc du cash disponible pour revendre. Je vais donc m'exécuter probablement aujourd'hui. Le momentum est tout en bas, ce qui fait que là, ça ne m'intéresse pas de vendre ici. On a en plus une petite divergence, donc vraiment je vais attendre un retour sous les résistances. Je pense qu'on peut avoir un petit effet pullback ici. Mais normalement, on ne doit pas refranchir ce sommet-là, hein. Ici, c'est bien là où les bears sont entrés et sont en train de prendre la main. Normalement, si on remonte, ça doit être juste des mèches. Et on doit se diriger petit à petit vers le sud. Et évidemment, il va de soi que dès qu'on arrive sur la target, pour ma part, c'est game over pour les acheteurs. Sauf si ici, pour une raison X ou Y magique, ils arrivent à reprendre la main en V-bottom. Moi, je pense malheureusement qu'ici, on va juste grinder et installer de la valeur donc, dans cette zone-là. Et encore une fois, je répète, c'est important dans un pricing normal. Quand on a fait ça, quand on a fait un short squeeze, quand on revient visiter cette zone, on ne fait pas de long squeeze derrière. C'est-à-dire qu'on ne va pas ici, normalement, boum. Je pense pas. C'est possible, mais c'est peu probable. En général, ce qu'on fait, c'est qu'ici, on installe du volume. C'est-à-dire que là, évidemment, tout le monde va essayer d'acheter. Et malheureusement, ça va vendre, ce qui fait qu'on aura des petites oscillations de prix, puis d'un coup, bam, on déclenche les stops, et c'est après, justement, qu'on déclenche le mouvement en général tendanciel. Voilà, petite astuce que je vous donne. L'autre option, encore une fois, c'est on ne parvient pas à casser ici, on reste au-dessus du support. Pour les boules, hein, voilà, on décale le scénario un petit peu, mais voilà, pour les boules, l'option c'est on maintient 7008, 7008 ne saute jamais. Si derrière on refait sauter les résistances, ici c'est les bears qui déclenchent les stops, moi y compris, et évidemment ici je passerai acheteur avec vous cette fois. Je vous rappelle que c'est le plan, comme d'hab, ça fait un moment que maintenant j'envisage éventuellement un scénario acheteur. Il va de soi que pour l'instant c'est pas le cas. Pour l'instant ça reste bear chez moi, je vois pas de raison de s'inquiéter. Et voilà, on va regarder à quoi ça ressemble en daily quand même. Donc hop, on enlève tout l'aspect graphique, puisque là on regarde que de la bougie. Franchement, un truc comme ça, je suis navré de vous le dire, c'est moche, hein, mais c'est pas du tout un truc que vous voulez acheter. On est passé sur un cycle faible, la target elle est là, et on va probablement aller plus bas, quoi. Enfin, moi je suis désolé de vous le dire,
Les prix sont survendus, le momentum est baissier, les prix sont baissiers, le weekly est baissier. Waouh! Enfin voilà, regardez l'oscillation du momentum. C'est-à-dire que le momentum a tout pour essayer de se reprendre. Il est survendu ici, il avait une oscillation haussière. On est dans le scénario parfait pour des acheteurs. Si les acheteurs ici ne reprennent pas la main très rapidement pour venir chasser les vendeurs à 8009, pour ma part, on va vous grinder et puis ici, on vous démonte. Une fois qu'on accède à cette zone-là, c'est comme quand je vous ai dit, si les boules accèdent à cette zone-là quand vous montiez, vous gagnez la partie. Mais là, je pense que si les bears arrivent là, c'est nous qui gagnons la partie et on va vous tirer plus bas derrière. Hein. Ça me semble assez évident. Parce que là, on est sur un cycle faible. Ça veut dire que s'il y a support ici, c'est boule, mais s'il n'y a pas support, c'est tendance baissière. Donc ça veut dire que derrière, on casse des supports. Et on casse ça et on cassera probablement ça avec. Donc voilà, encore une fois, moi je préfère être pragmatique. C'est plutôt bear dans l'ensemble et j'ai même tendance à penser que maintenant on va aller plus bas que ce que j'avais comme target initial, c'est-à-dire que maintenant qu'on a bien le canal visible sur les prix, voilà, moi je pense qu'on tire ce canal, c'est-à-dire plutôt 4009, et puis ici on peut bien, pour emmerder un peu le monde, déclencher quelques stops ici. Donc je dirais franchement, je reste sur ce que je vous ai dit hier. Moi, je pense que c'est dans cette zone-là que ça va acheter, c'est-à-dire 4008, 4003. Et c'est ces deux prix-là que moi, je suis prêt à commencer à acheter aveuglément, entre guillemets, mais on peut très bien venir chercher 3008 et 3007. Donc voilà, moi, c'est tous les prix que je vais payer, c'est les prix en bleu. Évidemment, je ne paierai pas avec un levier de dingo, il s'agit bien d'un scénario buy and hold. Voilà pour le parti Bitcoin. On regarde le Ethereum, même chose, hein, tout le monde encore est en train d'acheter un truc qui baisse, dans une tendance baissière, l'échec de franchissement de la résistance. Tout le monde pense que c'est boule. Encore une fois, qu'est-ce qui vous donne les indicateurs? C'est bear et le momentum est baissier. Donc, voilà, moi je suis navré de vous le dire encore une fois. Ça peut s'acheter éventuellement ce truc-là, mais déjà d'une, pas encore. Et puis, ça veut dire qu'il faut... Non, même pas, le momentum ici a été survendu au max, on a été à 100. Donc là, il n'y a pas de divergence haussière cachée possible. Moi, c'est vraiment, si vous voulez acheter, je vois qu'un seul prix, c'est plus bas ici, enfin là, sur l'Ethereum par contre. Voilà. Non, moi, c'est pas une structure de prix que j'achète, ça. Je suis désolé. C'est juste bear, divergent, c'est mort, voilà. Ça a échec de franchissement de résistance. Et même pour moi, ce truc-là, si vous voulez l'acheter, c'est vraiment là. Et encore, faut être showtime, quoi. C'est-à-dire que 500, éventuellement, ça se paye. Si le marché est haussier, et si le marché est baissier, ça se fait défoncer comme le Bitcoin et ça part plus bas. Hein. C'est pas parce qu'ici, on est monté comme des imbéciles que c'est haussier. On peut très bien vous recoller la même derrière, là. Hein. Moi, je vous dis, il faut vraiment faire attention dans ces marchés-là. Il y a bien eu potentiellement 5 vagues de hausse, mais encore une fois, si vous faites de l'héliotisme dans un crack, le crack, c'est pas de l'héliotisme qui drive le marché, c'est pas des cycles de marché, enfin, c'est pas des vagues qui drive le marché, c'est de la psychologie. Et il n'y a que 2 éléments que vous voulez voir dans un crack pour être conscient que c'est terminé, enfin, pour avoir limité les risques au maximum et commencer à pouvoir acheter la fin d'un crack sans prendre trop de risques. Il faut soit que vous ayez complètement désespéré les spéculateurs, donc je vous le rappelle, éclatement de la vol, c'est-à-dire plus du tout de volatilité, et là, les spéculateurs, ils arrêtent de trader parce que ça ne les intéresse plus. Ça, c'est la première option, où là, vous savez que vous êtes plutôt tranquille. On n'a rien vu de tout ça pour l'instant. Okay, vraiment rien du tout de tout ça pour l'instant. Sinon, vous voulez voir un marché désespéré, c'est-à-dire tous les spéculateurs hors marché, stoppés parce qu'ils ont pris trop de levier et qu'on leur a pété les positions. Et pour l'instant, moi, je n'ai rien vu de tout ça. Je vois des spéculateurs toujours avides de gains faciles et sans problème. Je ne vois personne de désespéré dans ce marché. Et je vois par contre un marché qui a beaucoup d'euphorie, mais qui n'a pas franchi de résistance. Donc encore une fois, faites attention. Moi, je veux voir des franchissements de résistance pour être certain que ce marché est haussier. Pour l'instant, pour moi, il est toujours en pattern de crack. Et dans un crack, on ne casse pas les résistances, mais on casse les supports. Donc attention avec les achats, que ce soit Ethereum ou tout ce que vous voulez. Si ça tombe, il ne faut pas acheter bêtement. Hein. On achète encore une fois sur un support, et si on se trompe, il faut accepter de lâcher les stops. Quand on est dans un crack, on ne s'accroche pas à ces positions, sauf si on fait du buy and hold, mais dans ce cas-là, sans levier, sans stop, et on le paye avec un capital sans levier, parce que si vous mettez un levier, vous êtes obligé de mettre un stop, sinon vous y perdez votre capital. Et ce n'est pas compatible. Ok ? Bref,
parenthèse refermée sur les bitcoins, c'est quelque chose que vous connaissez déjà, enfin sur les coins en général, hein, encore une fois. De toute façon, si bitcoin tombe, ils tomberont tous, hein, Ethereum et compagnie, et même si vous pensez qu'ils sont tous haussiers et compagnie, moi je suis navré de vous le dire, ce n'est probablement pas le cas. S'il y en a que je dois acheter, effectivement, Ethereum me semblera pas trop dégueu sur des achats, mais encore une fois, je veux déjà qu'on revienne sur ces genres de supports, ou qu'on fasse une structure de creux ici qui reprend. Mais encore une fois, ça veut dire qu'on aurait retracé combien? Voilà. Si vous achetez Ethereum maintenant, hein, d'accord, généralement, ce qu'on fait en vague 2, c'est au minimum 61 à 76,4 de la vague 1. C'est-à-dire que là, théoriquement, les prix qui vous intéressent pour acheter Ethereum se trouvent là. C'est-à-dire que là, vous avez fait la moitié du chemin. Si vous êtes en train d'acheter Ethereum maintenant, pour moi, vous êtes chaud, quoi. Vous êtes chaud time. C'est plutôt par là, encore une fois, que ça peut être intéressant de jouer des stratégies d'achat. Donc, encore une fois, en tant que vendeur, il suffit d'être patient, d'abaisser un peu ses stops, et puis on laisse faire le marché. Mais théoriquement, ça doit aller plus bas. Voilà. Allez, l'autre gros truc du moment, le gold. Voilà, donc aujourd'hui pour ma part, va y avoir des achats de gold, je vais vous donner mes prix. Donc là, regardez la structure en daily, hein, voilà. Quand on a ce truc-là, donc on ne se presse pas et il faudra mettre des stops larges, d'accord? Si vous avez rappelé, la solution agressive, c'était en gros, on arrive ici, on fait une evening star, enfin une morning star, c'est-à-dire on stabilise sur un chandelier et le chandelier suivant avale à la hausse. C'est pas le cas. Ce qu'on voit donc, c'est qu'il y a du volume à traiter ici. On va y passer du temps. Donc je pense qu'il faut être patient. On va pas décoller forcément aujourd'hui, demain, voilà. On risque par contre de décoller au courant de la semaine prochaine. C'est-à-dire que si vous regardez en weekly, le gold a cette fâcheuse tendance à adorer faire des clôtures en bas, et puis la semaine suivante, boum, on y va tête baissée comme des teubés et on inverse les tendances. Donc je pense que c'est exactement le même schéma auquel il faut s'attendre en ce moment. C'est-à-dire qu'on va probablement tenir la clôture de la semaine en bas. Donc je ne pense pas que ce soit nécessairement aujourd'hui qu'il faille acheter. C'est-à-dire que si vous achetez pas aujourd'hui, c'est pas grave. Moi, je pense qu'on peut attendre lundi. Mais encore une fois, si j'ai des signaux aujourd'hui, je vais y aller. Je vais vous dire ce que je recherche, comme d'hab. Mais je pense que donc la semaine prochaine, il faut s'attendre probablement à un nouveau petit push baissier, juste pour emmerder le monde, hein, comme d'hab. Je vous expliquerai un jour peut-être pourquoi. Mais je pense qu'on va enfoncer la semaine prochaine, un peu comme une pattern comme ça. Je pense qu'on est vraiment en termes d'action de prix sur un système similaire, où dans ce cas-là, on aura carrément une semaine prochaine totalement neutre et un avalement aussi la semaine suivante. Mais moi, je pense qu'on est plutôt sur un schéma comme ça. On va pas tarder à réactiver bullish, hein. Regardez où est sine wave, c'est-à-dire qu'il est en zone de survente. Il a déjà passé 2 cycles, c'est-à-dire un cycle, 2 cycles. On est bien sur 2 cycles consolidants. Ici, ça va repasser bullish sur sine wave. C'est clair, hein, voilà, c'est clair et net, ça va repasser bullish. Maintenant, la question, encore une fois, sine wave va attendre d'avoir les retournements de prix pour le faire. Maintenant, moi, je pense que là, c'est boule. On est bien sur des zones de support qui ont été identifiées. Maintenant, la question est de voir si on a les signaux sur les UT inférieures qui permettent de déclencher. Voilà. Donc je dirais un peu de patience, mais à mon avis, donc semaine prochaine, on risque de casser le plus bas et de partir à la hausse assez rapidement dès le début de semaine. Donc en gros, moi je m'attends à ce qu'aujourd'hui on meure à l'intérieur du range, que lundi prochain on vienne faire la bougie qui m'intéresse. Le prix que je vais payer, c'est 1281. Je pense que c'est là que ça va se jouer. Et si ça ne se joue pas là, ce sera 1273. Dans ce cas-là, moi en fait, regardez, les deux structures que je vois, c'est ça. C'est-à-dire soit ici, on fait rien aujourd'hui, en début de semaine, on vient juste baisser ici et on remonte très rapidement. D'accord ? Donc dans ce cas-là, rappelez-vous ce que ça fait en weekly. Ça fait, on casse un petit peu le plus bas. D'accord ? Ça fait, on copie ça en fait. On casse un petit peu le plus bas et puis on monte en fin de semaine et après on enquille à la hausse pendant toutes les semaines suivantes. Avec un cycle bullish qui sera payé, parce que cycle bullish dans une tendance haussière, ça paye normalement. Hein, voilà. Ça, c'est l'option numéro 1. Option numéro 2, dès le début de semaine, pouf, on enquille. Pas de soutien à 1282, on vient carrément chercher 1273. C'est pas impossible, encore une fois. Et si on fait ça, dans ce cas-là, je pense qu'on aura ça la semaine qui vient. C'est-à-dire, vous voyez, on vient comme ça, on revient ici, on rebaisse. Alors attendez, on va le refaire comme ça. Moi, dans ce cas-là, ce sera, hop, dès le début de semaine, on vient ici. Alors, sinon, fin de semaine, on vient clôturer tout en bas. Voilà, c'est plutôt ça. Si on fait ça, normalement, fin de semaine, on doit venir clôturer tout en bas. La semaine prochaine, on enquille. Ensuite, on remonte chercher le prix d'ouverture. On revient légèrement en positif, probablement là. Ensuite, on revient chercher un support là. OK, on termine la semaine à l'équilibre. On fait un doji. Semaine prochaine, avalement haussier. Et dans ce cas-là, on est dans un autre schéma. On est dans le schéma Morning Star, c'est-à-dire celui-là.
On casse bien en début de semaine, on se stabilise au sein de la semaine suivante est haussière et on redéclenche. D'accord ? C'est vrai pour moi, c'est en termes de cycle et de sous-cycle surtout, c'est comme ça que je vois les deux choses se profiler. Ce qui me gêne en fait, je vais vous expliquer, c'est que ici en 2 heures, le scénario qu'on a vu ensemble hier dans la salle de live, c'était, moi ce que j'aurais aimé voir, c'était une ending diagonale, c'est-à-dire un marché qui fait ça, et avec des lignes convergentes. Et là ce que je vois, c'est que pour le moment, on est en train d'essayer de former ça, mais il faut que ça se poursuive. C'est-à-dire que là, il ne faut pas s'amuser à péter ça au nord. Là, il faut vraiment que ce truc-là, hop, voilà, ça reparte au sud. Parce que le problème, c'est que si ça ne repart pas au sud, ce qu'on est en train de faire, c'est plutôt apparenter malheureusement à un canal. Et si c'est un canal baissier, c'est-à-dire si les lignes sont parallèles, là, c'est gênant parce que généralement, on fait ça et début de semaine, bam, on casse le canal par le bas. Voilà. Donc là, pour l'instant, ça va. C'est encore une structure de type ending diagonal. Il n'y a pas réellement de raison de s'inquiéter. Mais il ne faut pas que là, ça casse au nord. Si ça casse au nord, le gold, moi, j'aurais plutôt peur que justement, on fasse juste ça. Vous voyez, ça parte en mode canal. Et on vient juste là, on échoue ici, on rebaisse là. Et dès le début de semaine, hop, on casse le canal au sud. Voilà. Entre guillemets, ce qui, moi, me permettrait de gérer ça, c'est que je voudrais vraiment qu'aujourd'hui, le gold soit d'abord baissier. Ouais, hop, ça baisse, et on clôture la semaine plutôt en bas. Attendez, voilà, ça ferait clôturer là ce soir. On clôture la semaine en bas. Début de semaine, on vient chercher le bas du biseau, on remonte, on le casse par le haut, et là on achète. Voilà. C'est ça que je voudrais voir sur l'UT inférieur. Ici, on vient clôturer la semaine là. Voilà. Sur le support au plus bas, lundi, on casse, on remonte chercher le cours d'ouverture. Hop, on revient chercher l'oblique, et là, zou. Voilà. Et si on fait ça, là c'est parfait. Et ici, c'est achat spéculatif, et ici, levier. D'accord ? En breakout du point ici, c'est là où je passerai en levier. C'est-à-dire ça fait 2 points d'entrée. On va les mettre comme ça. Ça fait une entrée ici à l'achat spéculatif. Hop. Ça fait une entrée acheteuse là et une deuxième entrée acheteuse ici. D'accord ? Vous avez bien compris le principe. Ici spéculatif, ici levier. Et après, dès que je déclenche cette position, pouf, je remonte le stop pour payer mes positions leveragées. Voilà, moi c'est comme ça que je vais jouer mon scénario. Évidemment, ici, encore une fois, confirmation en sortie haussière de la semaine précédente. Et normalement, derrière, renfort à nouveau ici. Ok ? Pour l'instant, moi j'attends. Je veux donc voir ce qu'il en est. Je vais abaisser mes alertes. Voilà, je veux une alerte là, savoir si on se dirige plutôt vers la partie canal ou non. Et sinon, donc, un point sur le support. J'aimerais qu'on clôture là ce soir. Si c'est le cas, évidemment, ne tenez pas over week. On aura probablement des prix légèrement meilleurs en début de semaine prochaine. Voilà. Pour l'instant, on attend. Ça se profile bien en structure ending diagonale jusqu'à preuve du contraire. Pas de raison donc de s'inquiéter. On est bien comme ça, hop, comme ça. Il nous manque donc une petite 5 à faire en début de semaine prochaine. Et donc, patience pour l'instant. Voilà, vraiment, là, il ne faut pas... Alors, pardon, non, ici, la 4, elle est là. Hein. On voit bien ici les deux vagues A, B, C. Voilà, et donc là, on doit faire A, B... Enfin, 1, 2... non, attendez. C'est que du ABC. Voilà, ending diagonale, A, B et C. Il nous faudrait donc une vague C qui vienne là. Et ce serait probablement le plus intéressant. Voilà. Donc, on note ça. Le canal de degré supérieur, on n'en a plus besoin. Donc là, il reste que 2 choses à surveiller, donc c'est la formation et la complétion de cette ending diagonale. Et je veux voir un échec ici, je ne veux pas de clôture hors de ce machin, pour l'instant. Voilà. Alors, le gold, c'était donc le gros morceau du jour. L'euro-yen, un autre gros morceau. Donc, on est bien en train de valider probablement ici le point B. Hein. Ça reste bear, donc attention, moi je surveille. Surtout qu'à Wall Street, si ça devait dérailler aujourd'hui, bah, vous pouvez être sûr que l'euro-yen, ce sera le premier candidat à se faire dégommer. Moi, honnêtement, en termes de structure consolidante, je pense qu'on avait déjà bien consolidé ici. La question est donc de me demander si on est déjà bear et si c'est intéressant de vendre ou non. Voilà. Moi, je vois bien ici qu'on est sur une zone où il pourrait y avoir un intérêt vendeur à nouveau, tout simplement par des ratios. Hein, c'est-à-dire que si on se met là, voilà, regardez, hop, on est pile poil dans la zone 61-76,4. C'est-à-dire une zone qui est assez intéressante pour un vendeur. Maintenant, voilà. Hein, moi, là, j'ai un double signal, c'est sûr, mais je n'ai pas de validation sur le prix.
Donc je suis pas... Voilà. Moi c'est bien dans cette zone-là que ça m'intéresserait, mais ce que je vois c'est que j'ai bien eu un double signal là, que les prix sont au-dessus pour l'instant, donc j'aurais plutôt tendance à penser que c'est plutôt par là que ça se dirige. Donc je dirais patience encore sur l'euro-yen, ça fait une consolidation très très longue hein, au vu de la phase de baisse. Normalement ici on avait consolidé suffisamment longtemps, on aurait pu se projeter sur une phase baissière. Par contre là ce qui est certain c'est que si ça retombe sur l'euro-yen, j'y colle un gros renfort et je retourne au levier. Hein, voilà. L'euro-yen est une position que je trade avec du levier. Maintenant pour l'instant ça consolide, je ne remettrai de levier que si on se redirige vers les supports. Il y a bien ici un signal de vente, maintenant je veux voir les prix casser le support. Donc je vais noter ici, ça c'est le support qu'on a traité, d'accord, c'est-à-dire on vient de déclencher un double signal vendeur ici. Vous voyez bien, hein, là il y a bien le triangle et il y avait le surachat de momentum à... Non, je vous dis une bêtise. Voilà. Donc il n'y a pas eu de résistance là. Hein. Regardez, le surachat il s'est produit là, sur cette bougie-là. Donc ici, on l'avait largement débordé ce machin. Hein. Voilà. Donc là, il n'y a pas de signal vendeur pour l'instant. Donc en fait, effectivement, il faut attendre tout simplement d'avoir un nouveau triangle rouge, c'est-à-dire attendre que ça se déplace un peu. On voit bien qu'il y a une résistance par là. Je vais aller vous le marquer en petit UT. Voilà. Là, on fait vraiment du boulot d'analyse. Hein. On fait un scénario en direct. Normalement, je ne fais pas trop ce genre de truc parce que j'ai déjà fait mon boulot avant. Ok, on voit bien la résistance, ici on est bien d'accord, il y a bien un bon gros cycle bear qui a bien tout pété derrière. Donc ici on a bien une résistance qui n'a pas été retestée, c'est ce qu'on va essayer d'aller voir aujourd'hui. Donc là il y a bien le TP en plus avec un bear, donc il y a bien un signal vendeur proche de cette résistance en 15 minutes. Ça peut être pas inintéressant aujourd'hui sur l'euro-yen d'essayer de se positionner avec une petite vente. Proche de cette résistance. Moi, honnêtement, ça me paraît bien. Le momentum est déjà en train de s'inverser. Honnêtement, ça ne me paraît pas injustifié aujourd'hui de tenter une vente euro-yen ici, une petite. Hein. D'ailleurs, écoutez, moi, j'aime pas. Je vais aller mettre un ordre. Ouais, donc voilà, je viens d'aller mettre un petit billet. Alors, pas grand-chose. Hein, voilà, en ordre conditionnel sur ce prix. Je vais mettre une alerte en cas de cassure de support également. Hein, voilà, si on commence à casser des supports, ça m'intéresse de rentrer. Donc voilà, je vous donne mon schéma. Donc c'est en gros ici 1, 2, 3, 4, 5, vague A. D'accord, donc on est bien dans une structure correctrice potentielle. Ici le point B. Et là on est en train de venir chercher le point C. 1, 2, 3, 4, 5. Donc voilà, hein, j'attends bien la dernière vague haussière. On a donc à voir. Hein, en termes de structure, c'est compatible. C'est pas franchement le plus beau que j'ai pu voir parce qu'on pourrait aussi avoir un point B ici en triangle. Donc dans ce cas-là, ça ferait un point B ici et là on serait qu'au début de la vague C. Hein. Donc c'est tout à fait possible encore une fois. Je suis pas... voilà, c'est tout à fait possible qu'on ait donc ici un ABC assez large et là qu'on soit en train de préparer un ABC beaucoup plus profond. Donc voilà, à tester. Moi, je vois bien ici un B potentiel en triangle. Ça suggérerait effectivement un point C là-haut dans ce cas-là. Parce qu'après une vague en triangle, généralement, la vague C, elle est assez longue. Donc à voir. Moi, je pense que c'est soit on échoue vraiment ici, c'est net et précis, et les vendeurs reprennent la main ici. Soit le TP ici ne suffit pas, on poursuit, et dans ce cas-là, on a une belle vague haussière à venir. Et je pense que dans ce cas-là, on tirera vers les 131,85. Par contre, à mon avis, derrière l'euro-yen, aïe, aïe, aïe. Voilà. Bon, c'est un tout petit billet, hein, moi, que je mets ici, qu'on soit bien d'accord. Je ne risque clairement pas tout mon compte. Et c'est un peu qui tout double ici. Hein. Soit ça vient chercher et ça se casse la gueule, soit ça déclenche direct et on franchit la résistance. Et derrière, il y aura un avalement acheteur assez rapide pour aller enquiller la résistance suivante. Donc encore une fois, il ne faut pas non plus s'accrocher à la position. Moi après, comme on est dans une tendance baissière, je ne déclenche absolument aucun stop sur l'euro-yen. Juste, j'accumule des petits leviers. Pour l'instant, ça reste des petits leviers spéculatifs, puisque je pense qu'à terme, de toute façon, on ira au sud. Donc je garde ces positions. Alors, on continue l'exercice. Le gaz, ça veut pas. Hein, donc ça, alors, ça veut pas. Ça, attention, c'est pas encore terminé comme histoire. On va regarder en 2 heures si on a déjà les fins de tendance qui se mettent en place ou non. Normalement, on a encore un peu de place. Hein. Voilà, donc ça va. On est toujours dans le cycle bullish d'Awesome break. Donc vous le savez par contre, les comos, le problème c'est que ça se traite un peu différemment. C'est que généralement les comos font des vagues 5 étendues. C'est-à-dire que la Como, en général, ça fait des toutes petites vagues 1, des vagues 3 un peu plus grandes, et puis des vagues 5 gigantesques. C'est comme ça. Hein. Alors, encore une fois, c'est pour des raisons de flux. Et c'est comme ça. Bon, généralement, c'est-à-dire que les Comos, ça part en vague 5 d'un coup, et puis c'est en fait, le mouvement prend et part en exponentiel à la fin.
comme le Bitcoin d'ailleurs, hein, voilà, ça accumule au début, et puis d'un coup, boum, ça part, et c'est là où tous les gains s'enquillent. Donc je pense que si on s'y prépare là, et si ça break, il faudra s'attendre à un bon gros mouvement, et dans ce cas-là, on aura donc une sous-vague 1, 3, et bam. En sachant que sur les UT supérieures, hein, c'est la même chose, ici, vague 1, une vague 3, et puis bam, derrière, ça ira. Voilà. On fera une 3 ici, par exemple, 4, et puis la 5 pourra être complètement verticale. C'est un peu dans ce délire-là que je vois le machin. Bon, en attendant, quand on voit la clôture daily hier, je pense qu'il n'y a pas trop de raisons de s'inquiéter. Moi, mon stop a été remonté sous la mèche. Maintenant, on y va, quoi. Voilà. Si ce truc-là est invalidé, j'arrête complètement le gaz. C'est qu'il n'y a pas d'acheteur, hein, tout simplement. Là, on a tout ce qu'il faut. On est en train de travailler. Ça fait pas combien de temps qu'on est sous cette résistance. C'est un biseau. Normalement, ça, bam, on déclenche et on vient chercher le canal sans trop de problèmes. C'est-à-dire que c'est ce canal-là, normalement, qu'on vient chercher. Voilà. C'est-à-dire que là, normalement, il y a une belle appréciation à faire. Vous voyez bien le biseau, voilà, le biseau qui se fait là et là. Et ce truc-là, normalement, on le démonte en général assez facilement derrière. Et on vient donc, comme je vous dis, chercher le report en canal. Donc moi, c'est un peu ce canal-là que je cherche à voir. Et vous voyez, dès qu'on arrive là, hop, on passe en zone positive du canal. Et bram, ça enquille et on envoie du steak derrière. Donc il faut s'attendre quand même à un beau mouvement haussier à venir. Maintenant, pour l'instant, il faut être attentiste, c'est-à-dire il faut que le signal arrive. On a bien suracheté ici, c'est-à-dire que là, de toute façon, dès qu'on installe la moindre clôture au-dessus de ce truc, je pense que c'est là qu'on déclenche. Maintenant, encore une fois, aujourd'hui, il ne faut pas que ça retombe. Si ça retombe, moi j'accepte de déclencher les stops. Ça me semblera beaucoup trop long comme travail. On peut retomber, hein, c'est-à-dire on peut très bien revenir là, mais encore une fois, comme aujourd'hui c'est clôture weekly, voilà. Je préfère être franc, hein. Normalement, un truc comme ça, on doit clôturer la semaine tout en haut si on ne pète pas déjà aujourd'hui. C'est-à-dire ce qui serait chouette, ce serait d'avoir aujourd'hui, bam, on éclate tout, on vient clôturer ce soir à 2,95 et tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais là, normalement, ça, c'est une structure de prix haussière. Et il ne faut pas un doji cette semaine, quoi. Parce que sinon, on pourrait attaquer la semaine prochaine à la baisse, et là, ça voudrait dire vraiment terminé, au revoir, on n'en parle plus, quoi. Bref, voilà, c'est le schéma. Donc le gold, on en a parlé, le gaz, on en a parlé, le bitcoin, on en a parlé, le VIX, bon, toujours lié à la connerie ambulante des marchés actions américains. Le marché se marche sur la tronche, hein. Franchement, il faut arrêter les conneries. Le marché nous prend vraiment pour des teubés en ce moment, j'ai l'impression. Mais en attendant, c'est volatile et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc Wall Street, vous voyez que la semaine, ouais, c'est bien, mais alors il faudra vraiment valider les hausses la semaine prochaine. Le problème, c'est que si ça rebaisse la semaine prochaine, c'est une evening star dans un marché baissier. Vous aurez compris le principe. Ils vont s'amuser, ceux qui ont acheté le franchissement de l'oblique. Donc à voir, hein, ça bute cette semaine. Si jamais la semaine prochaine c'est baissier, et ça semble déjà se profiler sous ce scénario-là, puisque on est bien sur un bon gros double bear. Et généralement, alors par contre, si les boules arrivent à pousser à travers ça, c'est qu'ils sont vraiment forts. Maintenant, moi, j'y crois pas. Je pense qu'on va se replier en début de semaine prochaine. Et la question sera donc de savoir comment on va clôturer la semaine prochaine. Et si on la clôture en bas, malheureusement, c'est l'Evening Star sous résistance et ce sera reparti pour un tour baissier. Si on arrive à clôturer avec une mèche basse, c'est-à-dire, moi je pense que ce sera baissier début de semaine prochaine, quoi qu'il arrive. La question sera de savoir comment on va réagir ici. Si ici les boules reprennent la main et qu'on vient clôturer la semaine là, vous pouvez être sûr que la semaine d'après, on va éclater au nord. Dans ce cas-là, il n'y a pas de souci, mais ça voudra dire qu'on aura testé les supports en weekly, qu'ils auront tenu et qu'on reviendra ici. Et dans ce cas-là, regardez en weekly ce que ça fera. Ça fera ici un chandelier baissier mèche basse, et la semaine d'après, elle sera forcément haussière. Là, oui. Par contre, si on vient clôturer en bas la semaine prochaine, c'est une evening star, c'est probablement réintégration de la cassure du triangle. C'est-à-dire, comme je vous dis, si on vient là, qu'on clôture la semaine en bas, c'est-à-dire on vient ici et il n'y a pas de support, la semaine d'après, boum, on envoie tout le monde, on réintègre le triangle, on pète les stops de tout le monde. Là, on viendra sous le support ici, faut être clair et net. Si ça, c'est une fausse cassure, on fera une fausse cassure de ce niveau-là aussi. C'est-à-dire qu'on viendra au moins là dans le meilleur des scénarios bullish. Dans le pire, je vous rappelle que ça continue, on enquille tout le monde, et puis derrière, on n'en parle plus. Voilà. Donc, encore une fois, faites très attention avec le marché action américain. Moi, il me semble, alors plus que manipulé, à ce stade-là, le mot manipulation est encore assez faible. Mais là, c'est vraiment, on vous prend pour des billes, et moi, j'achète pas. Voilà. Vous faites comme vous voulez, encore une fois, il y a un scénario acheteur, mais pour moi, le scénario acheteur, c'est déjà qu'on revienne tester ces supports ici, et on pourra s'extraire réellement du triangle, mais il n'y a pas de volume à la sortie du triangle, ce qui veut dire que soit il faut faire un pullback pour valider ce triangle, soit c'est juste que personne ne trade ce marché,
et c'est un peu dangereux. Voilà. Parce qu'un marché qui n'est pas tradé, quand on a des grosses capitalisations comme ça, voilà. Moi, je vous laisse juge de ce que vous avez sous les yeux. Moi, honnêtement, un truc comme ça me donne pas du tout envie d'acheter. Voilà. C'est vous qui voyez. Mais un gros gap baissier comme ça, tenu, alors certes, on le referme en 2 jours derrière, mais on a des gros gaps ouverts sous les pieds. Moi, je vous dis, encore une fois, je pense qu'on doit les retester, ces gaps. Hein. Et dans ce cas-là, ça confirme le scénario. C'est-à-dire, pour moi, il y a un gros cluster qui demande de la valeur ici en weekly. Et on va probablement se le taper début de semaine prochaine. Et la question, après, c'est de voir voilà, si on trouve des acheteurs sur ce support ou non. Et ça solutionnera, je pense, le problème, puisque derrière, soit on ne parvient pas et on poursuit la conso, soit on arrive à remonter en fin de semaine et tout va bien dans le meilleur des mondes. Et là, je serai prêt donc à déclencher des stops et à laisser les acheteurs pousser les prix plus haut. Mais pour l'instant, moi, je reste dans le camp vendeur. Je ne pense pas qu'il faille acheter ce marché. Je pense que c'est bien trop dangereux, au contraire. Donc, je reste prudent. Qu'est-ce que... Ah tiens, l'Eurostoxx, ça baisse ce matin et ce n'est pas pour me déplaire. Donc voilà, ça sentait la fausse cassure sur l'Eurostoxx 50. Je trouve qu'on échoue sur un niveau très intéressant, c'est-à-dire le niveau d'ouverture du Q4 2017. Q4 qui s'est donc terminé sur une belle baisse, hein, c'est-à-dire que regardez, on a ouvert ici, mèche haute, mèche basse, et on est clôturé en bas. Ensuite, on est revenu ici sans franchir la résistance. Ici, il y a bien des bears qui tiennent ce marché. La réactivation baissière de l'Eurostoxx 50, je préfère vous le dire immédiatement, je vais renforcer à tout avalement baissier de l'Eurostoxx 50. Là maintenant qu'on est venu tester le niveau, on est venu faire les cons, on est allé jusqu'en haut, le PX1 nous a fait une séance complètement folle hier. Voilà, maintenant moi je pense que c'est terminé, qu'on revient chercher les supports. Sur le CAC 40, il n'y a aucun support. Voilà, ça a été enfilé comme des imbéciles. Si ça se met à chuter, on chutera comme des imbéciles, évidemment. Pour moi, le support se trouve là, avec un petit niveau intermédiaire. Mais encore une fois, moi, je n'achèterai pas avant là sur le CAC 40 et je n'achèterai pas non plus parce qu'on est en fin de tendance. Par contre, moi, celui qui m'intéresse le plus, c'est lui. Et lui, aujourd'hui, je vais lui mettre sa cartouche. Je me suis refait stopper donc sur le FTSE. Donc, FTSE hier qui installe une clôture historique, avec un plus haut historique également. Mais je le vends. Voilà, moi j'attends, donc c'est-à-dire là j'attends, regardez, un truc collé au plafond comme ça ne m'intéresse pas. Mais alors là, dès que le FTSE revient et sort de la zone de surachat, c'est un crack derrière. C'est-à-dire que cette valeur-là, elle va craquer derrière. Voilà. Ça, c'est pas normal. Ça n'a rien à faire dans une action de prix normale, encore moins dans un marché qui donne des signaux plus que récessifs. Moi, j'ai pas peur de le dire. Le FTSE, c'est du grand n'importe quoi boursier. Ça va se payer très cher ce genre de conneries. C'est-à-dire que pour moi, déjà, on revient là au minimum et derrière, le FTSE va probablement s'effondrer. Parce que voilà, vous avez une économie qui est au bord de la récession et le marché monte. Il se passe quoi? Qui a tort, qui a raison? Alors, soit on n'est pas du tout dans une récession, encore une fois, j'ai plutôt tendance à penser qu'on y est bien, et soit c'est le marché qui fait n'importe quoi et il va devoir corriger. Voilà. Donc soyez bien conscients de ce truc-là. FTSE, on a du volume, on est sur des fins de tendance. Si ça se renverse ici, c'est la fin pour le FTSE. C'est-à-dire là, c'est la fin du cycle. Et je vous le maintiens, ça aussi, ça fait plusieurs mois qu'on en parle. Pour moi, en termes d'état d'avancement dans les cycles économiques, le FTSE est celui qui donnait les signaux de fatigue les plus évidents. C'est-à-dire que je me serais juste trompé sur mes cycles. Rappelez-vous, avant, moi, j'avais mis ma vague 3 ici. J'avais mis ma vague 4 ici, et c'est ce qui m'avait invité à vendre le FTSE là, à récupérer des gains magnifiques. Donc encore une fois, si je vends le FTSE aujourd'hui, je me suis peut-être planté 2 fois pour l'instant sur le timing, puisque j'ai vendu une fois par là et une fois par là, je me suis fait dégommer sur les deux. On est très loin d'effacer les gros gains que j'ai récupérés ici, et je peux vous dire que si je chope le sommet par là, je vais en prendre d'autres des gains derrière, puisque là, on est vraiment en fin de cycle. Je me suis planté, puisqu'apparemment ici, on revient faire un sommet, donc c'est que la vague 4, elle s'est produite ici, en fait. Donc là, on est en train de chercher la vague 5. Le truc, c'est que la target de la vague 5, elle est là. Voilà, c'est donc ici. La prochaine, elle est à 127, mais pour moi, elle n'est pas possible parce qu'elle invalide mon décompte mensuel. Parce que regardez, en décompte mensuel, moi j'ai ça, et c'est très clair. Ça fait vague 1, 2, 3, 4, 5. La vague 3 ne peut pas être la plus courte, ce qui fait que, de toute façon, ici, c'est soit on part en bulle, voilà, c'est-à-dire en fait, soit on fait on part comme des imbéciles, soit ici, c'est la fin, end of the game, on s'arrête là, 1, 2, 3, 4, 5, et derrière, bam! Et alors là, un actif comme ça, il fait A, B, C. Voilà. Et on retourne tout à la base de la structure sur le FTSE.
Moi, c'est ce qui me semble le plus évident. Revenir déjà au moins jusqu'au point 4 et très probablement le casser. Donc je vise ça, moi, sur le FTSE. Tout simplement, je vise ce support-là, sous le support majeur. Alors, ce n'est pas une target 1, c'est une target max. Ça reste un retracement, hein, donc je pense que comme ça va être bien catalysé baissier, on va probablement péter ce support-là, mais évidemment, il faudra quand même gérer son risque sur les supports précédents, c'est-à-dire effectivement ce support-là, il faudra faire un TP1 ici. Mais voilà, entre guillemets, le schéma. Donc, vous avez en gros la structure qui est déjà en train de se dessiner, c'est-à-dire si ça se retourne ici, on va très probablement faire vague 1, 2, vague 3 sur la target 2, 4 et 5. Donc voilà le schéma, pour moi, ça se dessine d'ores et déjà comme ça, c'est-à-dire une vague 1 qui va très probablement venir là. D'accord ? Donc en fait, ça donne un schéma en plusieurs vagues, hein. Mais encore une fois, dans un correctif, on a du mal à casser les supports au début. Donc je pense qu'on retrouvera quand même un support là sur le FTSE. Ça nous fait donc une target 1, target 2 en fait. Voilà. Voilà un peu comment je vois la structure. Donc ici, j'encaisse mes gains spéculatifs. Ici, je passe en mode levier jusqu'à target 2. Et après, je laisse tomber le marché. Ok, moi, je ne jouerai pas à la target finale, c'est-à-dire que je vais jouer jusque là. Éventuellement, je rejouerai peut-être la vague 4, mais sans grande conviction non plus. Mais je pense qu'on se dirige franchement sur un truc comme ça. Donc voilà mon scénario sur le FTSE. Maintenant, je veux le voir se valider en weekly, hein, c'est-à-dire que là, je veux bien voir, je veux une mèche en hebdo, c'est-à-dire je veux que ça se casse la gueule en fin de semaine, là, les indices. Et je veux que la semaine prochaine, on enquille en confirmation baissière et je pourrais passer sur des renforts. Donc là, ce que j'attends aujourd'hui, effectivement, c'est un repli sur l'ensemble des indices, que ce soit à Wall Street ou en Europe. On revient, on réintègre le range. Je veux voir la cassure de ce range par le bas la semaine prochaine pour valider des retours. Dans ce cas-là, ça veut dire que tous les indices vont se péter la gueule, que ce soit en Angleterre, en Chine, au Japon. Normalement, tout tombe la semaine prochaine, si je ne me suis pas planté. Sinon, en tout cas, ce sera probablement des capitulations vendeuses, c'est-à-dire que derrière, on va continuer d'enfiler des records sur le CAC 40, sur le FTSE. Très probablement, les indices américains effaceront les signaux bearish. Mais je vous dis encore une fois, il n'y a qu'une chose qui maintient un sentiment de marché dans ces marchés, c'est les vendeurs à découvert qui amènent de la contrepartie. Si les vendeurs à découvert capitulent, vous avez compris ce qui va se passer. On est dans un marché sans vendeurs, c'est-à-dire on est dans un marché qui va probablement partir en bubule, puisque les fondamentaux économiques ne sont plus en soutien de ces mouvements de marché. Donc ça montera sans vendeurs, mais sans soutien de l'économie, c'est-à-dire on n'est pas du tout dans les phases de tendance. Et je vous maintiens bien ça, il faut comprendre ça. La différence, c'est que, c'est ce que je vous disais hier, un permaboule, il a raison quand on est dans cette phase-là, parce que là, tout va bien, l'économie va bien, il n'y a pas de raison de vendre. Donc, il n'y a pas de vendeurs, le marché monte parce qu'il n'y a pas de vendeurs, et c'est normal. Mais qu'en fin de cycle, quand les économies sont en train de ralentir, qu'on n'attend plus de hausse de profit des entreprises, qu'on a des signaux récessifs, qu'on a de l'inflation, qu'on a des taux qui montent, ça ne va plus. On n'est pas dans un marché qui est soutenu par l'économie. On est au contraire dans un marché qui se resserre, qui arrive en fin de cycle. Ce n'est pas le moment de faire monter les prix parce qu'il n'y a pas de vendeurs. Dans ces cas-là, c'est au contraire. On a besoin des vendeurs à découvert pour déclencher les ventes des autres investisseurs et réduire les leviers. Maintenant, je vous dis, si ça part à la hausse, c'est une bulle et derrière, ça finit toujours très très mal. C'est la différence, voilà. Un marché qui monte sans vendeur ici, c'est juste un marché haussier. Un marché qui monte sans vendeur dans ces stades-là, c'est ce qu'on appelle une grosse bubule, point barre, parce que ce n'est pas suivi par l'économie. C'est là toute la différence. Il y a des mouvements haussiers qui sont totalement rationnels et soutenus. Il y a des mouvements qui ne le sont pas. Là, si ça monte, on est clairement dans le second cas. Et ça porte qu'un seul nom, voilà. Il ne faut vraiment pas avoir peur des mots. On n'appelle pas ça un marché haussier, on n'appelle pas ça un bull market du tout, on appelle ça un gros marché à imbéciles. Et si vous prenez part à ce marché-là, encore une fois, il faudra sortir avant que les portes se referment. Voilà. Mais il n'y a pas d'interdiction à l'achat, encore une fois. C'est juste que c'est très dangereux et que si vous êtes débutant en trading, vous ne verrez clairement pas venir le changement de vent. C'est-à-dire que quand le vent va tourner au sommet, vous ne le verrez pas venir et vous allez probablement vous faire démonter sur une grosse séance de baisse qui fera probablement du moins 15 très rapidement. Voilà. Donc le problème, c'est ça, c'est que quand les portes se referment dans ces marchés-là, vous êtes généralement enfermé dedans et c'est pour ça qu'il vaut mieux ne pas jouer ces phases de bulle. Voilà. Et attendre les cracks, en fait. Encore une fois, on récupère toujours plus d'argent à trader un crack qu'en jouant la bulle. Voilà. Donc,
What else, what else, what else. Je regarde si j'aurais pu oublier quelque chose. Ah oui, GBP USD. Donc GBP USD, aujourd'hui, on a on a quoi? Ah oui, on a du gros catalyseur, voilà, c'est ça. C'est quoi? Bon, ouais, wage signals, ouais, ce sera plutôt, ouais, voilà, les unemployment rate qui vont catalyser le marché aujourd'hui. Je vais vous donner mon scénario sur le GBP. C'est un scénario plutôt acheteur, mais je pense qu'on ira légèrement plus bas que les prix actuels. Alors, ça va être volatile, hein, donc voilà, moi j'ai identifié ces deux supports, 1,3440 et 1,34. Moi, j'achète sur celui-là à 1,34. J'ai déjà pris une ligne, hein, alors qu'on soit bien d'accord, une ligne spéculative, pris ici au prix moyen, donc c'est pas du tout pour chasser le bottom, c'est simplement parce que si la statistique est immédiatement bonne, ça va enquiller et ça va monter. Moi, je pense que le GBP, quoi qu'il arrive, à terme, va monter. Mais j'ai la petite question de me savoir si on ne va pas se faire une petite vague 5 plus bas d'abord pour venir chercher des achats à très bon compte. Donc en gros, ici, j'achète levier 0,2. Ici, j'achète avec un levier 1. Et ensuite, j'ai un stop, je ne sais plus, 1,33. Voilà. J'arrête à 1,33. Si on pète vraiment le support, là, je commence à me poser des questions. Mais il me semble qu'on est en phase de retracement. On travaille ce support et malheureusement, j'ai tendance à penser que celui-là, vu le temps qu'on y a passé, on va probablement percer pour venir chercher le support inférieur. Invalidation clairement par contre si ça passe sous ce support-là. Mais je pense que c'est par là qu'on viendra chercher de bons achats GBP USD à bon compte. Vous avez compris le principe derrière, hein. Le GBP remonte, le FTSE se pètera la gueule. Parce que le FTSE, il a surtout monté parce que connerie ambulante et accumulation de capitaux sur les actions, mais il a surtout pris 6% de hausse grâce à sa devise, et purement grâce à un effet devise. Donc vous pouvez vous dire que si on est parti pour 5% de hausse sur le GBP USD, ça fait déjà 5% de baisse rien que par l'aspect devise sur le FTSE, en sachant que l'aspect devise, il aide dans un marché haussier. Si on passe dans un marché baissier et que la devise pénalise l'économie, ça va aller encore plus vite. Donc il faut être conscient que là, si ça doit tomber, ça va aller très 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 vite. Donc je vise bien de toute façon, moi, cette target numéro 1. C'est vers cette zone-là, je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis pour normalement commencer à encaisser des gains sur le GBP. Sur le FTSE, mais je maintiens, franchement, ça fait partie de mes prochains gros scénarios. Maintenant, encore une fois, je suis dans des actions, j'ai une approche spéculative pour l'instant dans ce marché, ce qui fait que je vends un marché qui monte, oui, certes, par contre, quand je vais le pécho, je peux vous dire qu'il va baisser celui-là et il ne va pas faire semblant. Mais encore une fois, pour l'instant, je ne risque pas mon compte là-dessus. Voilà, ce sont des positions spéculatives. Mais je vise des enfoncements donc, de chacun de ces supports. C'est-à-dire, en fait, à chaque fois, je vais viser le support qui se trouve juste en dessous. Donc là, ce sera une étape où je vais gérer mon risque. Vous voyez, on pète ce support, on va chercher la petite zone de volume qui se trouve en dessous. La même chose, mais ici. Et encore, ouais, voilà, là. Sous ce support-là, même chose, ce sera celui-là. Vous voyez, tout ça, c'est à chaque fois, on casse le support, on va chercher le niveau inférieur. Donc tout ça, c'est les prix où il faut gérer son risque. Donc là, à chaque fois, c'est un petit encaissement de quelques contrats pour revendre la résistance au-dessus. Et vous voyez, ça me donne le schéma au bas, au bas, au bas, au bas, jusqu'à la target, où là, je commence à encaisser des 50-60% au moins de la position. Parenthèse refermée. Je regarde s'il y a autre chose à se mettre sous la dent aujourd'hui. Ah, Boeing 1%. Ah ouais, je pense qu'on vient chercher du coup. Non, on vient chercher rien du tout. On vient rien chercher du tout pour l'instant. Donc voilà, moi je dis juste patience, patience. Ça commence à sentir ça commence à sentir un peu plus le soufre sur ces marchés actions américains. Maintenant, il faut attendre que ça déclenche. Tant que ça ne se voit pas sur les prix. Encore une fois, la mécanique s'enclenchera d'un coup. Tous les investisseurs vont faire la même chose. Et il y a bien deux choix. C'est soit on ne vend rien, tout va bien, on part dans la bulle, par absence de vendeurs, et les prix monteront tout simplement parce que plus personne ne vendra. Et la simple spéculation de court terme permettra de trouver la liquidité pour faire monter les prix très très rapidement, jusqu'à que ça queen. Option numéro 2, les vendeurs déclenchent tous des prises de profit en même temps, et comme je vous dis, ça fera chuter les valorisations très rapidement, probablement de l'ordre de 10 à 15% au minimum. La UDNZD, voilà, magnifique, je vous déclenche les profits hier, ça tombe aujourd'hui, c'est beau, rien à dire. Voilà, donc la UDNZD, un scénario mais absolument magnifique. J'ai encaissé je ne sais pas combien de gains hier.
Je crois que ça m'a fait monter le compte de 5 à 6%. Rien que sur la UDNZD, j'ai pris un profit d'un tiers. Hein. Voilà. Donc hier, c'était quand même une journée assez énorme. Donc encaissement de gains hier sur mes deux plus gros scénarios, le 10 ans américain et la UDNZD. Moi, je pense qu'on est bien sur un swing. Et vous voyez que hier, j'encaisse le 10 ans américain, j'encaisse la UDNZD. Aujourd'hui, les deux se font dézinguer. Moins 55, enfin, moins 0,55 sur le 10 ans. La UDNZD qui relâche aussi un peu la pression. Donc je me suis pas trompé sur les timings et je pense que vraiment on est à l'aube d'un swing là. Mais un swing qui est plutôt, malheureusement, je pense, baissier pour les actions. À voir. Hein. Voilà. Mais je pense qu'on approche du cluster décisionnel de cet été. Donc avec peut-être un petit retracement sur les taux, mais je ne pense pas que ça permettra au marché action de monter. Donc à voir. Voilà. Mais je pense vraiment que tout est possible pour ce marché action, mais comme les signaux sont vendeurs, je vends. Point. Voilà. Encore une fois, il faut choisir un camp. C'est pas forcément de jouer la boule de cristal et de dire ça va absolument se passer comme ça. Mais pour moi, les probabilités sont au sud. Et encore une fois, une probabilité, ça n'est qu'une probabilité. Ça n'empêche absolument pas le marché de monter. Tout simplement, je dis juste que quitte à choisir un camp, moi je préfère choisir celui-là. Par contre, je trade quand c'est mon tour. Encore une fois, je n'ai pas vendu des supports, je ne fais que vendre des résistances. Maintenant, le marché peut franchir des résistances. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Ça, c'est une approche de trading. Ça, c'est une approche rationnelle. Je ne sors pas la boule de cristal, vraiment, vraiment pas. Et je vous dis, si ça monte, je m'en fous. C'est sûr que ça ne va pas me plaire, hein, parce que je vais me faire stopper Tesla, Apple, Facebook, Google, machin, Nvidia. Ça va déclencher beaucoup de stops. Encore une fois, hein, la journée d'hier, plus de 6% de gains en encaissant que 33% de la position à UDNZD. Je ne vous parle même pas de combien j'ai encaissé sur les 10 ans américains. Donc voilà, hein, si je me fais invalider sur les actions, autant vous dire que le compte reste très largement positif. C'est une année énormissime que je suis en train de faire. C'est ma meilleure année boursière. Voilà. De mes 8 ans, c'est l'année où le compte explose. Voilà. Parce qu'il y a des beaux scénarios qui se sont très bien déroulés. Il y a eu effectivement pas mal de petits ratés, mais ça fait vraiment toujours partie du jeu. Mais encore une fois, si jamais j'arrive à pécho un sommet sur les marchés américains, la folle année de gains va continuer. Hein. Voilà. Faut bien je préfère être clair là-dessus. Si ça déclenche sur le S&P 500, je vais me gaver encore une fois parce que là, j'ai un portefeuille très orienté risque. J'achète du VIX, je vends toutes les grosses capis et je vends les indices américains, je vends le FTSE, je vends le JPN et je vends le Hang Seng. Autant vous dire, si ça tombe, je vais probablement rajouter encore 40% de gains en quelques jours sur le compte. Et c'est voilà. Hein. Et comme d'hab, transparence, je vous ai tout donné à l'avance. Moi, je ne fais pas partie des gens qui vous disent « Ah, ça baisse, alors je commence à vendre ». Non, non, j'ai vendu avant. Et quand ça commencera à baisser, je pourrai renforcer sereinement quand tout le monde sera en train de courir après les contrats. Donc bref, message du jour, GBP USD, gold à surveiller en fonction de la clôture. Si ça clôture tout en bas, peut-être pas s'amuser à tenir over week et plutôt essayer de choper un petit excès en début de semaine en ayant conscience que pour ma part, moi je laisserai un ordre conditionnel parce qu'il est tout à fait possible que le gold réouvre dimanche soir, aille chercher la target dimanche soir en session asiatique et que dès le début ce soit acheté pendant la session asiatique. C'est-à-dire qu'en fait, si vous vous réveillez comme une fleur le lundi matin à 9h, vous risquez d'avoir raté le bottom du gold. Donc moi pour ma part, ça se fera sur ordre conditionnel, sur le niveau de prix que je vous ai donné. Hein, voilà. Donc comme je vous l'ai dit, j'achète le niveau de prix inférieur, donc 1281, sans mettre non plus un levier de dingo, et selon la forme de la clôture qu'on aura. Voilà. Et si on clôture tout en bas, je mets l'ordre conditionnel sur 1274 et pas 1280. C'est à peu près tout. On a quoi comme catalyseur aujourd'hui? Donc j'ai vu qu'on avait des catalyseurs au Royaume-Uni et voilà. Ah putain, en plus on a de l'inflation au Royaume-Uni. Ah ouais, non, aujourd'hui c'est la grosse journée pour le GBP. Hein. Donc là, le FTSE qui est sur son sommet historique, s'il se retrouve avec une inflation qui est supérieure aux attentes, avec un chômage qui augmente, autant vous dire, oh là là, quand vous avez inflation et hausse du chômage, c'est signal récessif. Ça, hein. Donc ça veut dire que là, l'économie elle est vraiment en train de rentrer en essoufflement. Ça veut dire que derrière, ça continue. Quand vous avez ça, hein, inflation et chômage qui commence à monter, ça veut dire que derrière, vous avez le GDP qui se dégrade. Enfin, voilà, autant vous dire, c'est la fin pour l'économie anglaise. Ils vont commencer à payer les pots cassés du Brexit. Et autant vous dire que
une économie en récession, sa bourse, elle ne monte pas. Hein. Voilà. Allez, bye bye. Alors non, pardon, pas bye bye. D'abord parce que je voudrais restaurer une ancienne habitude que j'avais perdue et que je trouvais en fait pas mal. Je vais passer en fin d'émission pour lire vos messages et répondre à vos commentaires. Attendre l'Ethereum à 540 pour acheter. Je vais te donner mon avis. Alors encore une fois, ça n'engage que moi. Là, c'est un avis, pas du tout un conseil en investissement. 540, on est d'accord. Pour moi, c'est effectivement sur ces zones de support que ça peut être intéressant. Mais encore une fois, attention au positionnement du Bitcoin à ce moment-là. Pour moi, Bitcoin, ça reste le maître de la partie. Si Bitcoin n'est pas encore sur un support et que l'Ethereum arrive à 540, il ne faut pas acheter les yeux fermés. Mais ça me semble effectivement rationnel. En tout cas, moi, je te rejoins sur ton commentaire, Jean-Marc. Sans problème. Avec plaisir pour l'analyse DAX. Sur l'indicateur que tu as utilisé dans ta vidéo. Il faudra que tu me précises de quel indicateur tu parles, Julien. À très peu de volume, donc ça casse par le bas. On va traverser cette zone de prix très rapidement. Oui, oui, tout à fait. Moi, je pense que de toute façon, la zone 7009 me semble intéressante, mais encore une fois, ouais, voilà, c'est un support où j'ai plutôt l'impression que c'est des vendeurs qui avaient racheté leur position. D'ailleurs, c'est ce que j'aurais dû faire à l'époque. Hein. Je vous rappelle que ici, pourquoi j'avais pas déclenché ma prise de profit? Moi, j'avais vendu là, du coup, ouais, vendu là et là. Et en fait, ici, je vous rappelle, pour la petite histoire, tout est enregistré, hein, comme d'hab. Moi, si je vous laisse les replays, comme ça, quand je dis des conneries, vous pouvez me prendre à tort. Mais par contre, quand j'argumente, vous pouvez aussi vérifier ce que je vous dis, que je vous dis pas de conneries. Ici, rappelez-vous, je suis allé corriger Sinewave parce que Sinewave n'avait pas déclaré ce cycle bullish parce que j'avais gardé une condition bête et méchante qui faisait qu'on ne pouvait pas déclencher le cycle au même niveau que le cycle haussier précédent. Ce qui fait qu'ici, Sinewave ne m'avait pas donné le cycle bullish et c'est pour ça que j'étais resté vendeur. Et je vous avais dit, non, ça c'est une erreur et du coup, il faut que je corrige Sinewave parce que c'est pas normal, il aurait dû me mettre ce cycle bullish. Et si je l'avais vu, en fait, ce cycle, bah ici, j'aurais probablement déclenché mes profits en tant que vendeur. C'est-à-dire qu'en tant que vendeur, j'aurais au moins allégé mes positions ici, voire je serais sorti pour essayer de revendre par là. Et en fait, si vous voulez, comme j'ai pas eu le signal, je ne me suis pas exécuté. Mais je pense qu'ici, c'est tout simplement en fait des vendeurs qui, comme moi, s'étaient positionnés très agressivement, ont dû se dire, oula, non, en fait, ça veut plus rebaisser, je vais juste sortir. Et en fait, je pense que mécaniquement, ici, c'est juste des vendeurs qui se sont rachetés et ça a poussé les prix derrière. C'est pour ça que je pense pas qu'on ait nécessairement eu de grosses positions acheteuses ici. Et vous le voyez, au niveau du volume, il n'y a rien, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de positionnement acheteur ici, c'est juste des vendeurs qui se sont rachetés, je pense. Donc, je ne pense pas vraiment que ce soit une zone de soutien bullish. Mais encore une fois, graphiquement, oui. Donc il est logique qu'ici, à court terme, on fasse un petit rebond. Mais est-ce que c'est un rebond qui va nous permettre de franchir des résistances? Je ne pense pas. Voilà. C'est pour ça que je reste vendeur sur le Bitcoin pour l'instant. Mais encore une fois, c'est de la spéculation. Je ne fais pas le marché. On va voir si des acheteurs se positionnent ici. Mais moi, par expérience, je pense que non. Oui, tout à fait. La tasse avec anse, c'est pour moi le scénario acheteur, mais ça nécessite de former une anse. Et la anse, c'est pas un V-bottom, la anse, c'est un rounding bottom, ce qui veut dire que c'est ce que je vous maintiens depuis plusieurs jours. Pour avoir pour moi un scénario acheteur, il faut que les prix se calment. Il faut que les prix arrêtent de bouger et ensuite reprennent une dynamique haussière. Et là, effectivement, je vous dis, je suis prêt sans problème et je l'assume pleinement à changer de camp. Mais pour changer de camp, il me faut des éléments que je n'ai pas pour l'instant. Comment es-tu tombé dedans? Alors oui, bon, ça, on reviendra, mais c'est voilà, enfin, c'est pas important. Pourrais-tu nous faire un commentaire sur ce graphique et le cours du Bitcoin? On va aller voir ça. Alors, oui. Alors oui, c'est le schéma des bulles. Mais encore une fois, ça, c'est le schéma des bulles d'indice. C'est le schéma des... Moi, ce qui m'intéresse, encore une fois, dans ces schémas, c'est pas la forme des prix. C'est-à-dire que vous, ça, c'est ce que vous regardez. Vous vous dites, alors du coup, c'est des schémas de prix, de patterns et compagnie. Alors que je vous l'ai bien dit, ce qui est important dans les cracks, enfin dans la bulle et dans les cracks, c'est la psychologie. D'accord? C'est vraiment la psychologie et c'est là où il faut faire très attention. C'est que voilà, moi ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est que je ne vois pas encore cette phase anger and depression et c'est vraiment ça que je veux voir. Voilà, la phase de colère, je pense qu'on l'a toujours pas vue. La phase de dépression, c'est probablement ce qui viendra après.
Moi, en fait, la phase de colère, je pense que c'est celle qui va arriver dans la prochaine. Ok? C'est-à-dire que là, on va rebaisser probablement sans raison, on va casser des supports sans raison. Pour moi, encore une fois, ça devrait être haussier maintenant, mais techniquement, ça devrait être haussier. Graphiquement, ça ne le sera pas pour l'instant, je pense, pour les raisons évidentes que vous avez là. Il va falloir générer de la colère, et, euh, et je pense que c'est ce qui va pas tarder à arriver. Voilà. C'est-à-dire qu'à mon avis, c'est quand on va commencer à s'attaquer aussi aux 5, allez, on va dire aux 6005 là, dès qu'on va basculer en fait sous 7009, ça va commencer à comprendre qu'il faut shorter, tout le monde va commencer à paniquer, effectivement, et puis derrière, à la fin, effectivement, ce sera colère parce que on va déclencher des stops alors qu'effectivement le marché ne devrait pas baisser. Et c'est là où les gens vont se retrouver en margin call à se dire putain, fait chier, voilà, ça fait 6 mois que je traite le Bitcoin et au final, j'ai plus de compte alors que le Bitcoin sera haussier. Voilà. Colère. Ça me semblera normal qu'à ce stade-là, les gens soient coléreux, mais encore une fois, c'est comme ça que le marché fonctionne. Je suis désolé, hein, je sais, c'est moche, mais encore une fois, c'est une approche très froide et très capitaliste que je vous apporte. Le marché ne monte pas parce qu'il doit monter, le marché ne baisse pas parce qu'il doit baisser, le marché, il fait ce qu'il veut. Et malheureusement, dans un crack, on cherche des émotions, et c'est certaines des émotions qui devraient normalement déclencher la fin des capitulations, enfin la fin des mouvements, je ne les vois pas encore sur les prix. Voilà. Et encore une fois, je vois de l'euphorie dans les mouvements. Alors, regardez d'ailleurs, c'est très très important. Quand vous voyez de l'euphorie dans les mouvements acheteurs, c'est qu'on n'est toujours pas dans les mouvements qui vont déclencher réellement les retours des prochains cycles aussi. En fait, le cycle pour moi qui est le plus important, c'est celui-là, disbelief. C'est-à-dire qu'en fait, le jour où ça va monter, où les gens diront ouais, mais là en fait ça retrace, c'est rien, ça reste vendeur, c'est que c'est là où il faudra vraiment acheter. Voilà. Et pour l'instant, on en est encore très loin, puisque là, à chaque fois que ça remonte, tout le monde achète, donc c'est que c'est probablement pas bon. Donc encore une fois, patience, je peux me tromper, c'est de la psychologie, c'est de l'investissement. Voilà. Et là, on est dans une phase où, encore une fois, si vous achetez maintenant, moi je ne suis pas contre, mais il faut être conscient qu'il va falloir supporter des étapes qui seront psychologiquement difficiles à venir, à savoir probablement colère et dépression. Si vous êtes capable de supporter ces deux états-là et que vous avez acheté sans levier, encore une fois, je ne vois aucune contre-indication à ce que vous venez de faire. Si vous achetez avec appât du gain, levier, vous ferez probablement partie des gens qui seront en colère de se faire stopper, puis ou déprimés et qui relâcheront leurs achats au plus bas pour les raisons que vous connaissez. Donc voilà, vraiment patience, mais ce graphique, ne faites pas attention aux bougies qui se trouvent derrière. Ce qui est important, c'est la psychologie qui drive les mouvements de prix. On n'a toujours pas vu la colère, toujours pas vu la dépression. On a vu la peur, ça oui, c'est ce qu'on a vu sur les 6K. Hein. Voilà. Ici, clairement, c'était la peur. Hein. Pardon, on va revenir en daily. Voilà. Ici, le marché s'est fait peur. Et là, on est de nouveau sur des phases d'espoir. J'attends de voir maintenant la colère et la dépression après. Donc colère, pour moi, c'est le mouvement là. Hein. C'est-à-dire colère, c'est parce que fuck, c'est pas normal, voilà. Et puis derrière, il se passe plus rien et déprime. Vous voyez, ça fait colère, dépression, et après, éventuellement, on se refait un petit cycle haussier. En fin d'été, on commence à repasser sur des mouvements acheteurs. Et tout le monde sera évidemment en train de vous dire « Ouais, mais bon, c'est fini, c'est des mouvements d'acheteurs spéculatifs, ça remontera plus jamais. » Alors qu'en fait, il faudra cette fois acheter pour de bon. Voilà. Messieurs, cette fois, on s'arrête. Bon week-end. À lundi, je ferai peut-être pas d'émission ce week-end. Je vous garantis rien. Voilà, on va voir ce que le Bitcoin nous fait pendant le week-end, mais je m'attends à un week-end baissier et je m'attends à un gap baissier surtout sur le futur du Bitcoin. C'est BTC1, je crois. Bitcoin Futures. Voilà. Donc notez bien le futur, NYMEX. Je m'attends donc à une clôture au plus bas ce soir et je m'attends malheureusement à une réouverture par là lundi matin, c'est-à-dire sous le support des 7006 et je pense qu'on commencera à enquiller toute la semaine prochaine. Comme je vous dis, pas dès lundi moins 10%, mais probablement combler le volume manquant dans toute cette bougie et le jour où on l'a enflé la bougie, probablement bam, on enquille avec les stops. Moi, c'est le scénario que je trade. Voilà. De toute façon, quand vous voyez ça, ça n'invite absolument pas à acheter dans un marché qui tombe. Je pense qu'on ira plus bas sur le futur. Voilà. Et de toute façon, regardez en plus ces niveaux qu'on avait donc d'ores et déjà marqués à l'époque.
On est déjà en train de se rediriger. Si vous voulez, en fait, je me suis juste trompé de timing. Encore une fois, moi, je ne suis pas magicien, mais je pense malheureusement que là, on est plutôt en train de valider celui-là de schéma où ça va baisser, baisser, baisser en ligne droite jusqu'à une verticalisation quand on s'attaquera à péter le bottom ici, où là, on ira probablement chercher très rapidement 5100, voire 4003. Voilà. Bye bye, messieurs. Messieurs, dames.